Oui, entre les deux pièces que j'ai pu mettre en scène, le jeu de l'amour et du hasard, et puis la double inconstance, oui, la question du désir amoureux se pose et du test du désir amoureux, jusqu'où on est prêt à aller pour tester ce désir, comment les autres vont mettre à l'épreuve ce désir, l'épreuve étant un autre titre de Marivaux. Et, euh, et oui, c'est des questions comme ça qui me taraudent et que j'ai pu explorer dans d'autres pièces aussi, dans des textes parfois contemporains comme Mayenburg. Je trouve qu'il y a des connexions avec les écritures contemporaines qui peuvent, ou Coltès évidemment, qui traite aussi de cette question-là. Coltès était assez intéressé par l'écriture de Marivaux. Je pense que dans les méandres de la complexité des situations amoureuses, il pouvait se retrouver, même si évidemment le langage est différent. Alors moi je joue Lisette dans La double inconstance. Ce qui m'a attiré dans ce personnage, c'est sa folie, c'est sa fantaisie et surtout elle a aussi un parcours qui est plus subtil que les autres personnages, mais en fait elle s'avère elle aussi on la pousse dans ses retranchements aussi. Voilà, elle arrive coquette, elle arrive sûre d'elle, elle est persuadée de son pouvoir de séduction. Et en fait, à un autre niveau, elle amène un autre petit questionnement aussi de la représentation de soi, des rapports amoureux. Et j'aime la façon dont c'est abordé, qui est complètement comique, mais qui n'en est pas moins, en fait, profonde, puisqu'elle est là pour piquer Sylvia, si je puis le rappeler. Voilà, mon personnage donc est une coquette qui vient un peu piquer Sylvia pareil, pour la pousser dans ses retranchements et ensuite qu'elle tombe amoureuse du prince. Et donc je mets tout en place. Je suis un petit peu le singe savant, si je puis reprendre ton expression, Philippe, de Flaminia. Mais ça pourrait s'arrêter là, en fait. Ça pourrait s'arrêter là à un rôle d'exécutant. Voilà, j'exécute ce que ma sœur m'a donné comme consigne. Je dois séduire Harlequin pour qu'il se désintéresse de Sylvia. Et en fait, ça va un petit peu plus loin de ça, que ça, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un personnage facétieux et qui a aussi son propre parcours là-dedans. Parce qu'elle échoue en plus, donc c'est Mais oui, intéressant les personnages qui ratent. Oui, elle échoue complètement. Donc ouais, il y a ce comique de l'échec et ce comique aussi du fait de tout d'un coup la représentation qu'elle avait de soi, qu'elle pense qui va marcher absolument et complètement finalement ça tombe complètement et je trouve ça formidable. C'est une attaque et physique. On l'a choisi comme ça puisque je suis plus grande que Sylvia, donc ça va être une attaque un peu physique, je vais être plus grande, je vais la dominer. C'est une dominance physique et une dominance aussi de langage, puisque ça va être vraiment des joutes verbales avec Sylvia. Donc voilà, il y a tout cet agglomérat que j'ai aimé dans ce rôle de joutes verbales, de personnages coquettes. Donc quand je pouvais être extravagante, Philippe m'a laissé libre. Voilà, toute cette liberté-là qui est formidable dedans. La question du désir, oui, c'est tout un programme, c'est toute une vie. On peut désirer ce qu'on a, oui, pendant un temps. La question, c'est combien de temps on va le désirer, ce qu'on a, et à quoi il va résister, ce désir. C'est vraiment toujours l'idée du test et l'idée de... Bon, moi, pour parler de moi, même si voilà, on n'est pas là pour faire une thérapie, c'est la temporalité de la constance du désir, parce que là, on parle de l'inconstance. Chez moi, elle est très courte, par exemple. C'est un peu un problème. Bon, voilà, après un certain temps, 40 ans et quelques, on se dit que bon, il faut faire avec et puis on commence à apprivoiser tout ça. Disons que le fait de monter ce genre de pièce, c'est pas que ça m'aide, mais je me dis, je suis pas tout seul, effectivement. L'éducation même d'un parcours initiatique de jeunes gens passe par l'inconstance, une double inconstance parce que ils la vivent chacun d'un côté, mais avec le dramaturge qui a bossé sur la pièce, on s'est presque dit qu'il y avait une double inconstance possible chez le personnage même de Sylvia, c'est-à-dire une première inconstance qui serait d'Arlequin au cavalier finalement, et quelque part une deuxième, puisqu'elle passe symboliquement, même si c'est le même personnage, du cavalier au prince, puisqu'évidemment il a avancé masqué, mais il y a une deuxième presque inconstance à quelqu'un qu'elle semblait aimer, puis finalement, c'est le même, mais c'est un peu un autre, puisque c'est le prince qui se dévoile.
Donc il y a comme ça tout un jeu de miroir et de savoir qui on est vraiment, qui on aime vraiment. Et c'est vrai que on voit un peu cette forêt, l'idée du parcours initiatique d'adolescents qui vont traverser comme ça un peu une sorte de forêt symbolique, passer d'un amour presque enfantin entre Sylvia et Arlequin, qui serait un amour à la fois platonique, bon, même s'il se touche un peu, mais disons un amour pur, finalement un amour adolescent qui est celui avec le cavalier, celui qui fait souffrir, qui est douloureux, un amour rangé, mariage, etc., et un amour adulte, le prince. Et on pose la question de ce qu'on perd quand on passe d'un amour à un autre, finalement, et c'est tout un trajet de vie. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais disons que si l'idéal pour moi, ce serait le mélange de ces trois amours-là, c'est-à-dire la pureté, l'inconstance et la douleur, et puis la stabilité. Si on arrive à concilier les trois valeurs, c'est là que je pense que... On en parlait dans l'autre interview. Non, c'était pas avec vous d'ailleurs, mais en tout cas, la personne qui peut concilier ces trois valeurs peut me contacter. Je veux bien la rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontrée. C'est très compliqué, ça serait l'amour un peu absolu, ça. Effectivement, j'ai fait beaucoup de rôles comiques depuis ma sortie du conservatoire et au conservatoire, notamment avec toi, Philippe. J'ai joué Titania dans Le songe d'une nuit d'été, dans Shakespeare in the Wood, et puis ensuite au conservatoire, j'ai fait le médecin aussi dans la tragédie du Barbouillé, il me semble, si je me trompe pas, c'était un Molière avec Clément Hervieux Léger. C'est mon credo, oui. Copie, mon Dieu, oui, j'aimerais beaucoup monter du copie, ça ce serait un de mes désirs, mais oui, c'est là où je me retrouve le plus. C'est vrai que je vois le théâtre même comme un lieu de questionnement et de réflexion, mais c'est vrai qu'avant tout, je le vois comme un divertissement avant toute chose. Ça peut paraître peut-être un peu bête de dire ça, mais c'est vrai, pour moi, avant tout, c'est le lieu où on vient aussi s'amuser et s'oublier. Et l'humour, c'est une des manières pour moi de m'oublier moi-même et d'être dans un présent des plus totales que je ne retrouve nulle part ailleurs. Faire rire un public... c'est une sensation inégalable à d'autres et que je recherche en permanence. Je pense même dans ma vie de tous les jours. C'est quelque chose que j'aime, qui me met en connexion avec le monde, avec les gens. Et surtout, je trouve que l'humour requiert une telle intelligence, un tel second degré, un tel recul sur soi-même, une telle autodérision, d'avoir de l'humour... c'est la clé de tout, quoi. Je trouve que c'est ça la clé de la vie, c'est faire de l'humour ou le pratiquer, ou ça demande... voilà, tout ce que ça demande de réflexion et de Don de soi. Oui, de don de soi. Je trouve que c'est pour ça que je vis, en tout cas, c'est vrai. Non, mais ça paraît étrange de dire ça, mais c'est vrai, c'est pour rire et faire l'exercice de l'humour, c'est tellement enrichissant, il faut être tellement aguerri, tellement vif dans une conversation, que je trouve que quand il y a des auteurs qui savent manier le langage de l'humour, comme il peut y avoir, comme j'ai pu m'amuser dans du Olivier Py, comme j'ai pu m'amuser dans Molière, je trouve ça, c'est pour moi le summum de l'intelligence, quoi, de la brillance, quoi. Trouver des jeux de mots, trouver le parcours de l'humour, du langage de l'humour, c'est fascinant. C'est fascinant et je veux en faire ma vie, d'ailleurs. Je veux en faire ma vie, puisque j'aimerais aussi faire un seul en scène, humoristique, tout ça. Donc, prochaine One Woman Show. J'espère. Mais le verbe pour dire ce qu'on fait, c'est jouer. Hein. Donc, jouer, complètement. Complètement. Comme des enfants. Complètement. Oh, alors là, il y a une connexion totale avec l'époque, et encore plus maintenant que quand je l'ai choisi. À savoir la scène Arlequin le Prince, avec un mouvement qui serait les Gilets jaunes aujourd'hui, où pour moi, la grande force de ce mouvement, c'est que je trouvais qu'il y avait une communication directe entre la rue et l'Élysée,
d'une manière, alors évidemment pas encore individuelle, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup la barrière pour parler directement à la plus haute fonction, à savoir le président, ou à l'époque le roi, c'était complètement anéanti grâce à cette force de mouvement. Et dans la pièce, il y a cette fameuse scène entre Arlequin et le prince, qui est une chose complètement révolutionnaire, qui ne pouvait pas s'écrire à l'époque, sauf, mais c'était après, quand Beaumarchais s'est permis de faire dialoguer ce genre de clivages sociaux. Là, il y a une scène complètement visionnaire entre Arlequin et le prince, où il parle à travers un amour, qui est Sylvia, mais il parle aussi des problèmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il pose la question d'un prince qui doit être plus près de ses sujets et qui doit pouvoir aussi être dans l'empathie avec ses sujets. Et de pouvoir donner cette parole à quelqu'un qui est Arlequin, celui qui est le plus bas dans l'échelle sociale décrite par Marivaux. Un Arlequin, c'est celui qui était masqué et qui venait vraiment de la campagne et qui était au plus bas de l'échelle sociale. Ça, c'est une scène révolutionnaire écrite bien avant la Révolution, mais enfin, il y a tout d'un coup, encore une fois, une vision, un rapport visionnaire qui est très très fort chez Marivaux. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, j'ai mieux compris la scène et elle m'a beaucoup plus parlé, cette scène-là, parce qu'on répétait ça en plein gilet jaune. Tout d'un coup, il y avait quelque chose d'absolument concret avec l'histoire qui percutait l'actualité. De même que, à un moment donné, Sylvia dit c'est un abus ce que fait le prince avec moi, puisqu'il l'a quand même enlevé et que d'une certaine façon, il essaye de la forcer à l'aimer. Là, on était complètement dans le mouvement MeToo, qui est beaucoup plus orienté sur des pressions souvent sexuelles, mais enfin, on est quand même dans des abus où souvent des hommes transgressent, même si ça peut être l'inverse aussi. Bon, il se trouve que le mouvement est parti des femmes. Et là, pour le coup, on a une Sylvia révoltée, qui d'une certaine façon est presque une figure MeToo. Ça, je ne l'écrivais pas dans le dossier parce que ça faisait un petit peu démago, mais pour le coup, ça c'est pareil. Il y a quelque chose qui s'est éclairé dans le rôle de Sylvia parce que l'actualité percutait complètement l'histoire qui est écrite au XVIIIe et où à un moment donné, finalement, les relations humaines, même si on n'a plus un roi, enfin, on a quand même dit que, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, mais qu'on a quand même dit que le nouveau président avait quand même un rapport presque royaliste à la République. Ça a été écrit, il y a des endroits où c'est un peu juste. Et tout d'un coup, le 18e nous arrive à la figure. Et voilà, cette dimension-là percute l'actualité. Et ça, c'est là qu'on reconnaît que les pièces immenses qui parlent de choses qui restent universelles et qui restent en plus intemporelles et qui repercutent des éléments d'actualité. C'est pour ça que j'ai un peu peur, comme cette pièce était visionnaire d'une révolution, le mouvement un peu qu'on vit est une époque qui va aller vers une forme de... Enfin, si on analyse ça à quelques 60 ans avant la Révolution française, si on est à peu près dans le même état, on se dit que les prochaines années vont être... voilà, si l'histoire se reproduit, elle semble noire, les prochaines années, si on écoute ce qu'écrit Marivaux. Concernant le travail corporel du personnage de Lisette et de mes rôles en général, c'est vrai que je suis assez spontanée pour ça. J'ai eu la chance d'avoir des metteurs en scène comme Philippe qui m'ont laissé vraiment libre de m'exprimer. Donc c'est vrai que ça vient beaucoup de mes partenaires, bien évidemment. Tout dépend de ce que me renvoie mon partenaire. Et des fois, je vais faire en fonction aussi de sa manière de bouger dans l'espace. C'est comme Lisette est un personnage qui est tout le temps en interaction, qui est là pour faire avancer l'intrigue et pour les autres, je suis obligée d'être un peu caméléon. Elle se calque un peu sur les autres personnages. Donc c'est vrai que ça vient beaucoup de mes partenaires aussi, du rapport qui vont installer et de cette chose un peu mystique. Quand on arrive sur un plateau, tout d'un coup, voilà, le présent fait qu'on a appris tous les deux notre texte et puis on va voir ce qui se passe. Et tout d'un coup, spontanément, je vais faire des choses en fonction de ça. Mais voilà, sinon,
Forcément, j'ai aussi des images de ce que pouvaient être les coquettes, de ce que pouvait être, la bourgeoisie de l'époque, comment les femmes étaient. Elles étaient très corsetées, donc c'est des choses. Mon costume m'aide énormément aussi. Merci à Colline Ploquin Ploquin, hein, c'est bien ça, Mhm. qui fait des super beaux costumes. Mais par exemple, mon costume aussi, c'est une donnée essentielle de comment j'ai pu me mouvoir parce que j'ai un corset, donc forcément déjà, ça me limite, ça me cadre là, et j'ai des talons très grands. Donc tout ça, et une robe également, donc je peux pas faire des mouvements extrêmement vifs parce elle est plutôt conséquente et lourde. Donc tout ça aussi va jouer et m'aide. Mon costume m'a énormément aidé parce que tout d'un coup, j'ai une toute autre démarche avec ces talons gigantesques. La taille de ma robe aussi fait que je prends des mètres carrés hein, avec cette robe. Donc Ça, oui, au moins voilà, un. je dois faire attention. Je fais la taille d'un appartement parisien avec cette robe, hein, très clairement. Donc du coup, il faut que je fasse en sorte, voilà, d'avoir une acuité de mon espace autour de moi et de comment je peux Je me peux pas mouvoir. embarquer la bûche avec, Je avec peux la. pas embarquer. Voilà, ça me contraint pour certains Mouvement, quoi. mouvements, mais en fait, ça enrichit complètement le personnage de pas pouvoir faire certaines choses. Je vais essayer de cette contrainte de la déplacer ailleurs. Donc en fait, elle va faire beaucoup de. J'ai trouvé que je me suis dit bah tiens, elle va faire beaucoup de mimiques, de visage. Elle va beaucoup réajuster ses cheveux. Elle va beaucoup regarder si sa robe tombe bien, si voilà. Elle a une bonne stabilité avec ses talons, donc tout est... Voilà, c'est une coquette qui se regarde un peu tout le temps, et le costume m'aide beaucoup. Alors, les deux dont vous faites référence, ce spectacle, effectivement, La Double Inconstance et le Shakespeare in the Woods, c'est vrai qu'il y avait de la nature. Ça n'a pas toujours été le cas, même si l'élémentaire, là c'est du liège, mais l'élémentaire, ça a été dans l'élément terre, ça a été dans une récurrence dans plusieurs spectacles, le Shakespeare Cymbeline que j'avais fait aussi, dans Zuko aussi. Oui, j'aime l'idée d'imaginer que, je sais pas, la forêt c'est un de mes des personnages, j'allais dire. Oui, parce que c'est un peu un personnage sur le plateau, mais c'est en tout cas un des éléments qui, moi, me parle le plus et est vraiment un endroit où je me ressource. Et je trouvais que c'était important dans cette pièce qui est encore une fois initiatique. Ça me semblait important, de toute façon, c'était en référence à Shakespeare, que cet élément-là soit là. Et puis c'est bien pratique parce que du coup, on ne sait pas exactement dans quelle partie du domaine ils sont. Ils peuvent tous passer par là. On imagine que c'est quand même extérieur. Mais du coup, ça ne pose pas la question de où ils sont si on était à l'intérieur, quoi. Parce que je pense que les scènes ne se passent pas forcément au même endroit. Alors, le désir d'acteur grandit par rapport à mes jeunes années, je vais dire. J'étais vraiment convaincu que je voulais mettre en scène au départ. Là, je suis convaincu que les prochaines années, je vais tout faire pour jouer, même si je ne mets moins en scène. Et j'allais dire que maintenant les choix des projets vont être conditionnés par mes désirs d'acteur, en fait. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Jamais. J'ai toujours fait ça presque par défaut, pour boucher un trou presque dans les spectacles. Ici, j'ai pris un rôle qui a une partition plutôt, voilà. Même si je me rends compte en le jouant qu'il y a une responsabilité de rythme dans le spectacle pour ce rôle-là. Mais en jouant pour les autres, ce qui m'est arrivé quand j'ai fait juste La Fin du Monde l'année dernière, ou dans Maison de Poupée, je me suis rendu compte que jouer devenait plus essentiel dans ma vie et ça m'apportait souvent plus de bonheur, quoi. Parce que c'est trop dur de mettre en scène, c'est trop... Il y a vraiment une ingratitude, enfin... Il y a toujours ce fameux truc, si le spectacle est bien, c'est souvent quand même les acteurs qui en sont responsables. S'il n'est pas bien, c'est forcément le metteur en scène qui est responsable. Donc mais bon, après, il faut jouer le jeu et il faut accepter. C'est un peu le rôle difficile. Il y a eu des grands metteurs en scène qui ont été les garants d'une esthétique et de quelque chose. Aujourd'hui, dans la jeune génération de metteurs en scène, enfin, il me semble que c'est plus un théâtre d'acteurs en France que de metteurs en scène. Je dis ça avec précaution parce qu'il y a des contre-exemples. Mais globalement, quand même, et de plus en plus, ceux qui portent les projets, maintenant, c'est les acteurs. Il y a évidemment des metteurs en scène qui sont les leviers, mais enfin, souvent, même les grands metteurs en scène s'accompagnent quand même d'un acteur qui a une sorte on va dire, renommée ou qui est un peu... Je déteste ce mot, mais bankable. Ça existe de plus en plus au théâtre. Parce que l'économie est fragile, parce qu'on a moins d'argent pour faire les spectacles, parce que le public est peut-être plus difficile, qu'on va un peu moins au théâtre qu'avant, et qu'à un moment donné, il faut retrouver et ressusciter le désir. Voilà. En tout cas, le mien, il se place de plus en plus dans l'idée de jouer. Ouais.